Les roches métamorphiques proviennent de la transformation mécanique et chimique des roches sédimentaires et magma. 2 points. Expliquer. Quelle est la différence dans la définition? Les questions, je les prends au micro. Non, les questions, je les prends au micro. Non, il n'a qu'à venir au micro. C'est toi. C'est toi. La diagenèse profonde, est-ce qu'elle peut se faire sans l'un de ces éléments? La diagenèse profonde, est-ce qu'elle peut se faire sans les éléments qu'on a cités? L'un de ces éléments. Il dit, est-ce que la diagenèse profonde peut se faire sans l'une des étapes, l'une des étapes que nous avons citées ici? Nous avons cité 5 processus. Que ce soit la compaction, la cimentation, la métasomatose, la concrétion, la recristallisation. Ça, c'est une question. Vous avez compris? Est-ce que diagenèse en dehors de ces 5 processus-là? En dehors de ces 5 processus-là, est-ce que on peut avoir ou on peut parler de diagenèse profonde en dehors de ces 5 processus-là? Moi, je ne sais pas. Parce que la diagenèse, elle peut se faire selon des processus superficiels et selon des processus de semi-profondeur qu'on a appelé des processus de subsurface. Voyez-vous, il y a des évolutions, mais essentiellement, c'est selon les processus que nous avons cités. La question elle-même, elle n'est pas pertinente. Alors, donc ma question par rapport au métamorphique, c'est quoi? Par rapport à la définition des roches sédimentaires ou de la diagenèse, quelle est la différence ici? Par rapport à la définition que nous avions donnée tout à l'heure de la diagenèse, quelle est la différence ici? Ici, on a dit, oui? Hein? La hauteur. La hauteur. Ça, vous pouvez me comprendre. Parce que, hauteur, quoi là? Hauteur. Hauteur, c'est ça, non? Hauteur, c'est ça, non? C'est quand tu pars de la surface vers ta taille, quoi. C'est ça la hauteur. Mais si c'est à l'intérieur, c'est pas la hauteur. C'est la profondeur. Wow. C'est pas ça. Ici, c'est pas ça. Quand tu regardes la définition là, c'est pas ça. Ce n'est pas ça. On a dit que ici, c'est l'ensemble des transformations mécaniques et des roches sédimentaires et magma. Quelle est la différence entre la diagenèse et le métamorphisme? À partir d'aujourd'hui, à partir de cette heure-là, tout de suite là, toutes les questions-là, allez chercher. Ça s'appelle aller chercher. Alors, par le jeu de l'érosion, de l'accumulation, de l'enfouissement des sédiments sont portés à de grandes profondeurs où elles seront soumises à de hautes températures et de hautes pressions. Donc, quelle est la différence entre la diagenèse et le métamorphisme? Donc, si vous regardez les 2 définitions, vous comparez pour voir l'un m'a amputé à mon volet. Vous dites, non, ça c'est pour vous. Ça c'est pour vous. Moi je lis et je passe. Puisque je sais lire. N'est-ce pas? Qui peut essayer? Oui? Toi? Qui peut essayer? Oui? 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 Les roches non, je roches métamorphiques, j'ai dit métamorphisme. Métamorphisme et diagenèse. Là, il y a une différence. Le métamorphisme se produit en profondeur, à des températures et profondeur, température, pression élevée. Alors que la diagenèse, c'est température, pas seulement température et pression faible. Ça c'est prouvé.
Mais ça, c'est seulement un élément dans la comparaison. Il reste d'autres éléments qui sont là devant vous, mais que vous ne voyez pas. Yes? Les processus du métamorphisme. Oui? Non, viens. Oui, continue. Son mécanique est... Mais ça, ce n'est pas la comparaison. Quand tu dis les processus, problème de France. Les processus du métamorphisme sont mécaniques et chimiques. Et tu mets quoi? Un point. Ou bien tu continues la phrase. Si tu mets un point, tu n'as pas comparé. Tu as fait que répéter ce qui est écrit. Donc tu dois mettre alors que. Alors que. Ou bien tandis que. Alors quoi? Alors que la diagenèse et en plus d'être chimique ou physique et bio, le métamorphisme n'est pas bio. Si c'était une question sur 10, c'est ce niveau. Oui, si c'était une question sur 10, oui, sur 10. C'est ce niveau-là que j'avais noté 8 sur 10. Et profondeur, pression, sur 2. Parce que, qu'on me dise, encore, pourquoi dans les processus métamorphiques, la transformation n'est pas biologique? Yes? Parce que, oui, parce que la rose là, voyez, d'ailleurs, moi, tardé. Alors, je continue. Parce que ce cours-là, je passe trop de temps à vous dire des évidences que vous-même vous devez apprendre. C'est ça. Les autres collègues ont presque fini les métamorphismes, moi, je viens d'où va à l'école. Pourquoi maintenant on a dit roi sédimentaire, transformation des roches sédimentaires et magmatique? Il faut ajouter métamorphique. Parce que le métamorphisme peut concerner aussi bien les roches sédimentaires, les roches magmatiques que les roches métamorphiques. Les roches métamorphiques, on va parler de polymétamorphisme, orthométamorphique, paramétamorphique et polymétamorphique, plusieurs métamorphes. Donc la définition n'est pas complète à ce niveau. Il faut ajouter les roches métamorphiques. Alors, à la question, à savoir pourquoi ici la transformation n'est pas biologique. Yes. Donnez-moi 2 facteurs pour justifier cela. La haute température et l'après. Ok, exemple, on dit l'eau bout à combien? L'eau bout à 100. Quand l'eau ça fait ça veut dire que vous n'avez pas besoin de mettre la main pour savoir parce que l'eau bout à 100 degrés. Tu peux te dire théoriquement, je suis à 100 degrés. Donc, ça veut dire que n'est-ce pas? L'eau bout à 100 degrés. Est-ce que nous, quand on marche sous le soleil, là, il fait 100 degrés? Le maximum, là, on les a autour de 42, 43, 45 degrés sur la latitude de Linguère, Podor, Matam. Quand tu vas vers Velingara, Ferlo, Ranérou, Tambacounda, Saraya, c'est 45 degrés à l'ombre au mois de mai. Actuellement, à Dakar, il fait très frais. Pourquoi tous les Sérères ont migré? Ils ont fait ce qu'on appelle l'immigration de Ramadan. Parce qu'à Dakar, il fait frais, tous les Sérères ont migré. Le temps de la qualité pour rentrer, parce qu'en région, il fait chaud. Alors donc, s'il faisait 100 degrés, comme le bout à 100 degrés, s'il faisait 100 degrés, sous le soleil là, est-ce que nous là, nous, on allait rester là? Donc, quand la température est élevée, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie. On vous a dit ici, c'est des températures très élevées. C'est des températures élevées. Donc, la fraction biologique, quand il n'y a pas de fraction biologique, cela veut dire que ça symbolise l'absence de vie, l'absence de matière organique. Un autre symbole, quand quelqu'un meurt, on fait quoi?
Donc ce qui vit ne doit pas être dans les profondeurs. Mais n'allez pas me dire, oui, monsieur, quand on va au fond des océans, on voit les poissons. Ça, c'est la surface. Ce n'est pas la profondeur. Au fond de l'océan, ce n'est pas la profondeur, c'est la surface. Ce n'est pas la profondeur, c'est la surface parce que l'océan fait partie de la surface de la. Donc c'est une partie de la terre qui est occupée par de l'eau, mais c'est une partie de la surface de la terre qui est occupée par de l'eau. C'est comme quand vous allez voir des montagnes au niveau des pôles nord, vous verrez que c'est des montagnes qui sont recouvertes par de la glace. Ici, c'est une dépression qui est couverte par l'eau. Il y a une vie dans les océans, mais par rapport donc à ce processus, c'est ce qu'il faut retenir. Donc les roses se transforment, elles changent de nature. Elles changent de nature sur le plan physique et sur le plan chimique. Ce qu'on appelle le métamorphisme, donc qui devient la transformation à la fois physique et chimique des roses sédimentaires, des roches magmatiques et des roches métamorphiques dans des conditions de température et de pression très élevées. C'est le métamorphisme. La différence entre la diagenèse et le métamorphisme, c'est réglé. Même les plus faibles auront au moins 5 à l'examen s'il y a une question sur ça. Même les plus faibles auront au moins 5 sur ça si la question est posée à l'examen. Parce que même s'ils ont compris, il y aura un problème de français. Alors, le métamorphisme peut se définir c'est déjà réglé. Le métamorphisme d'une rose sédimentaire s'appelle d'une rose sédimentaire, rose para. Le métamorphisme d'une roche magmatique. Le métamorphisme d'une roche métamorphique. Polymétamorphique. Et je disais ici, il faut toujours dire que la roche, elle se métamorphe. Elle se métamorphe. Elle se métamorphe. Il y a un verbe en français qu'on appelle métamorphoser. On changer. En littérature, dans la langue de Molière. Métamorphoser. Mais ici, le verbe conjugué en géomorphologie devient métamorphiser. Donc les roses se métamorphisent. I, c'est un I, c'est pas un O. Les gars, si je vois sur une copie métamorphose, hein? Vous êtes d'accord avec moi que l'étudiant a déjà opté pour de ne pas valider les roches? C'est bon. Donc paramétamorphique, orthométamorphique, polymétamorphique. Alors, autre chose à retenir par rapport à ce chapitre, ce sont les facteurs du métamorphe. Je vous retourne la question, quels sont les facteurs du métamorphisme? Il y a des gens qui ne lèvent jamais la main. Ils sont là, ils attendent que les autres disent des bêtises en signal. Monsieur avec son ordinateur là. Oui? Non, tu as tout le cours dans l'ordinateur, tu as le cours devant toi. Quels sont les facteurs du métamorphisme? Il faut attendre qu'il donne la réponse. C'est réglé, hein? Question avec droit de concertation, vous trois. Oui, l'autre a dit. Mais c'est vous trois, oui. Question avec droit de concertation. Normalement, il y a une réponse qui est correcte. 3 étudiants ne peuvent pas être là qui ont déjà eu leur bac dans quel lycée là? Hein? Oui, vous trois, oui. Question avec droit de concertation. Là, la température. Yo, au milieu. Là, la pression. Et l'autre? Hein? Non, c'est toi qui as dit la pression. Le gars au milieu là, votre collègue là a dit quoi? Hein? Vous conjuguez le verbe lire au présent de l'indicatif. J'ai lu à l'envie. J'ai lu mon cours à l'envie. Le verbe lire au présent de l'indicatif. Quand tu as ton cours, tu lis ce qui est écrit. Tu trouves. Hein? Là, il manque un mot. Oui, là. Mais tu ne peux pas parler avec la langue de ta bouche. La durée.
N'est-ce pas? La température, la pression est là. La durée. Moi j'aime, je ne suis pas trop linéaire. Hein. C'est pourquoi j'aime pas le cours avec du texte là. J'aime pas trop les cours avec du texte. La durée. La durée symbolise quoi? Je vais commencer avec le dernier élément. Symbolise-le. Mais vous avez entendu que j'avais pour dire le temps. Le temps. En quoi le temps peut-il être considéré comme un facteur du métamorphisme? En quoi le temps peut-il être considéré comme un facteur du métamorphisme? Pour répondre à cette question, vous devez lire le paragraphe et en comprendre le sens. La craie. La craie, ban roche. Vous lisez moi craie. Di ban roche. Ban roche la li. Calcaire. Craie calcaire. Donc quand vous prenez les différentes étapes de la diagenèse du calcaire, donc depuis le stade de la poudre, le stade de la craie, jusqu'au stade du calcaire proprement dit, donc le stade intermédiaire c'est la craie. Li calcaire bougnol, en fait, les gens ont transformé ça pour en faire un objet qu'on utilise pour écrire, mais ça c'est du calcaire. Donc ils ont ajouté des produits chimiques pour que ça soit solide comme ça. La craie comprimée se transforme en calcaire cohérent. Comprimé ici veut dire quoi? Comprimé ici c'est pas médicament. Comprimé ici c'est synonyme de quoi? J'insiste beaucoup sur les mots en L1. En L1, puisque vous avez tendance à prendre les mots tels que vous l'entendez, tels que vous les entendez. Donc ici comprimé veut dire quoi? Quand on vous dit la craie comprimée, dans comprimé on a compression. Synonyme de compression, c'est quand compressé. Donc compressé. Voyez, la craie comprimée se transforme en calcaire cohérent. Sous la pesanteur au bout de 17 ans. Donc il faut 17 ans d'existence et en présence d'une force qui exerce son poids sur la craie pour que celle-ci devienne un calcaire. 17 ans. Ici, la pression dont on vous parle, est-elle faible ou forte? Elle est faible, mais elle dure. Elle est faible, mais elle dure. Donc on vous dit une pression même faible, mais qui dure, a plus d'effet sur le réseau des cristaux. Madame, si quelqu'un se tient debout ici devant moi là, avec un seau d'eau, un seau de 12 litres d'eau, un seau de 12 litres d'eau, je ne dis pas une bassine de 30 litres d'eau, un seau, si vous direct, def ko ndox bu mu fees mu taxaw fii on chronomètre 5 minutes. Vous savez que le poids du seau ne change pas, mais la sensation du poids par rapport à celui ou celle qui porte, cette sensation va évoluer selon le temps. Parce qu'on connaît 5 minutes, 10 minutes, au début c'est comme ça. 10 minutes. Au début c'est les deux mains comme ça. À un moment donné ça sera une main. Cela veut dire que c'est le temps. C'est l'effet que le temps fait avec la pesanteur sur la structure
en place. Donc le temps est un facteur qui favorise le métamorphisme. La durée est un facteur qui favorise la transformation mécanique d'une roche magmatique, sédimentaire ou métamorphique. Le temps. Alors, ensuite on vous dit la température. En quoi la température est-elle un facteur du métamorphisme? Si on pose la question telle qu'elle, ce n'est pas d'aller dire, de réciter ce qui est écrit ici. Non, c'est d'argumenter. Expliquer. Avec explication là. Maintenant, on explique à partir de ce qu'on a compris. N'est-ce pas? On explique à partir de ce qu'on a compris. Répondez à la question. En quoi la température est-elle un facteur de métamorphisme? On vous dit qu'en profondeur, la température, elle diminue ou elle augmente? Elle augmente. En surface, qu'est-ce qu'elle fait? Elle augmente ou elle diminue? En surface. À partir sous nos pieds là, quand vous creusez, plus vous allez en profondeur, plus il fait chaud. C'est ce que vous voulez dire. Et ce que le cours veut dire. Ce que le cours veut dire ici, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord? Maintenant, à partir de nos pieds vers notre tête, et au-dessus de notre tête, jusque dans le ciel, là où vous voyez les avions là, quand vous soulevez la tête, vous voyez l'avion, vous dites, ah, avion. Vous voyez? Est-ce que, sur cette partie, est-ce que la température, elle diminue ou elle augmente? Hein? Qui a pris une fois l'avion ici? Qui a une fois pris l'avion? Toi? Non, sérieux, hein? Je veux un exemple, quoi. Sérieux. Tu as une fois pris l'avion? Tu as pris quel Air Burkina ou Air Côte d'Ivoire? Air Sénégal? Hein? Ethiopian Airlines ou quoi? Hein? Mais quand vous montez dans l'avion, mais vous faites 1 heure de temps de vol, mais ensuite, les hôtesses de l'air vous amènent des draps pour vous couvrir, parce qu'il fait froid. Vous quittez l'aéroport de Diass, c'est la température de Diass. Vous prenez les airs à 4 mètres, à 4 km, 5 km, vers 10 km, vous êtes toujours dans ce qu'on appelle la troposphère. Et au niveau de la troposphère, entre 0 et 12 km, vous avez des températures qui diminuent de la surface vers la première couche là. Mais si vous prenez la surface de la Terre vers la profondeur, c'est l'inverse. Alors maintenant, cette température là, elle ne suit pas la même trajectoire au niveau des autres couches de l'atmosphère. Donc quand vous dépassez la troposphère, donc vous avez la tendance à s'inverser. Alors donc ici, en profondeur, la température augmente selon un gradient géothermique. Moins de 30 degrés Celsius km. 30 degrés Celsius km, moins 30 degrés Celsius km. Avec ces ongles là. 30 degrés Celsius km, cela veut dire quoi? Cela veut dire quand vous prenez, pour chaque kilomètre de profondeur, la température augmente de 30 degrés. Donc imaginez les roches qui doivent voyager de la surface vers la profondeur. À chaque fois qu'une roche dépasse 1 km, la température augmente de 30 degrés Celsius. Et on vous dit que ce gradient, il n'est pas homogène. Ce gradient n'est pas homogène. C'est un gradient qui peut varier. On peut atteindre 50 degrés Celsius où? Dans les zones Oui, dans les zones instables, dans les zones orogéniques, ça renvoie à orogénèse. Orogénèse n'est rien d'autre que le processus de formation d'une montagne. Donc dans les zones où il y a des accidents cassants, dans les zones où il y a des frottements de structures, c'est des zones où l'énergie est beaucoup plus dense, l'énergie est beaucoup plus importante. On appelle les zones orogéniques. Dans ces zones, la température même peut atteindre 50 degrés Celsius au kilomètre. Sous les boucliers anciens, la géomorphologie régionale, en
s'enfonçant, les couches de sédiments sont soumises à des températures de plus en plus élevées. Et donc, cette augmentation de cette température qui fait que les couches vont se transformer au fur et à mesure. Et donc, le niveau de la température va déterminer le niveau de maturation du métamorphisme. Alors, la question maintenant c'est, cette chaleur interne, elle provient de quoi? Elle provient de quoi? Vous avez le temps de dormir? Elle provient de quoi? Il s'agit, qu'est-ce qu'on a dit? Il s'agit de la chaleur interne de la Terre, à laquelle s'ajoutent les effets de la radioactivité. Donc, chaleur interne de la Terre, radioactivité et les effets de la chaleur provenant des déformations mécaniques des plaques lithosphériques. Donc, 3 sources potentielles de chaleur interne à la Terre et qui interviennent tous dans les processus métamorphiques. Chaleur interne de la Terre, radioactivité et la chaleur qui provient de la déformation des plaques. Tectonique des plaques, vous avez fait le cours, en géodynamique interne, n'est-ce pas? Hein? Bon, vous n'êtes pas arrivé à ce niveau. Ouais, c'est arrivé. Alors, quel est le rôle de cette température? C'est cette température-là qui va faire changer les types de minéraux. La roche initiale, par exemple, qui était une roche magmatique ou sédimentaire ou métamorphique, qui s'enfonce au fur et à mesure qu'elle s'enfonce, donc avec l'augmentation de la température, tel que nous l'avons expliqué tout à l'heure, donc les minéraux initiales vont changer, la composition chimique, évidemment, la composition chimique également va changer. Donc, à la question, savoir en quoi la température peut être un facteur du métamorphisme, la réponse est claire. Parce que la température peut changer, peut modifier la composition initiale des minéraux et des éléments chimiques de la roche. Ça, c'est une réponse qui est claire, qui est nette. Maintenant, si on veut entrer dans les éléments de détail, on vous dit oui, la température, c'est une augmentation de ça, et la chaleur, elle provient de ça et ça. C'est ça, ce qu'on appelle les idées secondaires. Alors, donc quand on vous demande d'expliquer, il y a toujours une idée maîtresse et des idées secondaires. Tel qu'on vous l'a appris en classe de terminale ou en classe de seconde, quand vous faites le résumé de texte, on vous dit résumé de texte, idée maîtresse, idée secondaire. Les grands, à l'examen, on vous demande les idées maîtresses. C'est les idées maîtresses. Comprenez? Donc, à la question à savoir, est-ce que les enseignants ont la possibilité de lire l'ensemble des copies? Hein? On est environ 2000, plus de 2000, environ 2500 étudiants en licence 1 de géographie. Hein? On sera là à dire non, ici virgule, non, ici accent grave, accent aigu, non, on lit la définition. Tu vas tomber malade en 10 jours. Parce qu'il suffit de voir un grès avec G-R-A-I-S, ça crée un malaise, il y a des maux de tête. Demain tu vois un son qu'on a écrit avec E à la fin, et après c'est le rhume. Hein? Et après demain c'est d'autres conneries encore qui viennent. Donc nous on regarde dans les réponses que vous donnez, les idées maîtresses, et dans les idées maîtresses on cherche les mots-clés de la réponse. Les mots-clés. Voyez-vous, donc à une fraction de seconde, quand je lis une définition ou une explication, je vois 3 ou 4 termes qui doivent structurer l'analyse. Si ces 4 ne sont pas là, étudiants, il y a des étudiants, même quand ils ne savent pas la réponse, quand même, ils vont rendre des copies avec des écritures. Ils demandent au professeur maintenant de faire le travail de Tanal Saboulaner. Le professeur, il faut me lire, même si j'ai écrit ce que je voulais.
comme disait l'autre, présente à l'examen, on pose une question, comme disent souvent les étudiants, ils disent ah prof bi de laalu ma tey maanaam li ma jàng prof bi feneen la génn. Donc pour ne pas rentrer brodie, il prend la copie écrite. Monsieur, si la question c'était ce que j'ai appris, il donne la définition. Je démontrer que mon bu dee jàng na lu mu xam lu mu mën ren tombé wul ci fi prof bi génne parce que les étudiants la soirée prof bi fii lay génnee prof bi fii lay génne. ci nga université loolu amul fi université nous dès qu'on termine ce cours là terminé ou pas terminé on va vous dire l'évaluation portera sur tel chapitre point. Mais l'esprit de l'analyse, c'est ce que nous avons vu en classe, il n'y a pas de cache-cache. Ce que nous avons vu ici, on vous a expliqué la démarche, l'approche. Hein? Maintenant, il ne faut pas qu'il y ait beaucoup de déchets. Après la session normale, qu'il y a encore des gens qui reviennent fatigués ici à la session de rattrapage avec des corrections à ne plus en finir. Moi, les copies, ça me rend malade. C'est pourquoi je préfère que les étudiants comprennent comment ils doivent être évalués. Et ça, ce n'est pas un secret dans le cadre du LMD. À l'université, ce n'est pas un secret. On vous dit comment vous serez évalué. Pas le cache-cache. Cache rien. On vous a dit, l'étude de la relation, c'est important. Alors, vous aviez donné un autre facteur qu'on appelle la pression. Donc, tout à l'heure, on avait parlé de durée. La durée, c'est le temps. Le temps que la pression dure. Ça, la durée. Maintenant, la pression en tant que telle, c'est la pesante. C'est la pesanteur, c'est le poids. Comprenez? Quand quelqu'un soulève l'éponge, comme ça, ce n'est pas la même chose quand quelqu'un soulève un seau avec 12 litres, d'eau. Ce n'est pas le même poids. Donc, du point de vue des roches, quand vous prenez un bloc de granit de 5 kg, ce n'est pas la même chose quand vous prenez les beach rock, quand vous promenez ici, là, sur la corniche ouest, devant l'université. Vous voyez de grosses blocs de roches qui sont disposés le long de la mer, le long du littoral, ce qu'on appelle les beach rock. Mais quand vous prenez ces blocs de rochers, s'il y a un glissement et que ces rochers tombent sur d'autres rochers, mais ces rochers ont la capacité d'écraser les autres rochers. Ce n'est pas la même chose quand vous prenez une pierre, les pierres que vous utilisez pour vous battre contre les policiers. La pesanteur de ça, c'est que vous pouvez prendre et jeter. Mais les bistrocs qui sont là-bas, avant même que l'université ne soit créée, les bistrocs sont toujours là-bas. Les étudiants n'ont cherché jamais à les déplacer. Ils n'ont jamais cherché à les déplacer. Ils ont déplacé des pneus, ils ont déplacé, ils sont entrés dans les sentiers là où il y avait les briques, des débris de briques. Ils ont soulevé tout. Y compris même des fois des troncs d'arbres là, qu'ils mettent ici sur le couloir de la mort. Ou bien des branches d'arbres qu'ils mettent devant le bureau des profs. S'ils sont mécontents contre les profs. Maintenant, s'ils sont mécontents contre l'État, c'est là-bas qu'ils vont faire. Maintenant, s'ils sont mécontents contre les profs. Non, nous on veut la sélection pour tout le monde, sinon aucun enseignant ne va entrer dans son bureau. Pierre, vous mettez. Mais les grosses blocs que vous trouvez là-bas, histoire de pesanteur, les blocs sont toujours là. Histoire de pesanteur. C'est la façon la plus simple. Alors, on évalue approximativement dans la croûte terrestre des pressions de 2,5 à 3 kilobars. Donc, le kilobar étant l'unité de mesure de la pression. Et donc, c'est cette unité de mesure qui est appliquée pour évaluer l'effet de la pesanteur des roches. Alors, si on prend par exemple l'eau, si c'était de l'eau, on allait parler de Pascal, l'unité de mesure étant le Pascal. Donc 10 puissance 5 Pascal, c'est quand on veut mesurer la pression de l'eau.
ndox diisul ndox diisul. Alors prenez 1000 litres d'eau, vous essayez de convertir en tonnes. Voyez. Maintenant, le plus important ici c'est quoi? Regardez, on vous dit 2,5 à 3 kilobars vers 10, 6 à 20, de 9 à 10 à 30. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Hein? Il y a une augmentation. Qu'est-ce qui augmente? La pression augmente comment? Elle augmente comment? En fonction de... Non, soyez sûr de ce que vous dites. Il ne faut pas parler sur le bout des lèvres. La pression augmente en fonction de la profondeur. De la même manière que la température augmente en fonction de la profondeur. C'est ça. Donc, à 4000 mètres de profondeur, 4 km de profondeur, début, les transformations métamorphes, métamorphes. Le métamorphisme commence réellement à partir de 4 km de profondeur. Donc, quand on parle de la diagenèse, on est vraiment dans un environnement différent. Vous comprenez? On est dans un environnement différent. On vous disait que pour la diagenèse, c'est une transformation à la fois mécanique, chimique et biologique. À 4000 mètres de profondeur, on ne peut pas parler de transformation biologique. C'est absurde. C'est absurde. Voilà pourquoi on ne va pas jusqu'à 4000 mètres de profondeur pour cultiver le riz. On peut aller jusqu'à 4000 mètres de profondeur pour chercher les ressources minières. Mais on ne va pas aller à 4000 km de profondeur pour cultiver le riz. 4000 km de profondeur, il n'y aura pas de sol. Alors, donc pour le temps, c'est déjà réglé. Caractéristiques des roches métamorphiques, n'est-ce pas? On a vu, on a compris c'est quoi le métamorphisme. On a compris c'est quoi les différents types de métamorphisme en fonction des types de roches. Quand on a parlé de polymétamorphisme, orthométamorphisme, paramétamorphisme. On a vu le rôle joué par les 3 facteurs principaux. Chaque facteur étant égal par ailleurs, qui justifie l'évolution des matières en profondeur et les changements chimiques et minéralogiques qui l'accompagnent. Alors, on va aussi aborder les caractéristiques des roches métamorphiques. Plus ou moins cristallisées. Parfois très cristallisées. Expliquez pourquoi. Hein? Réfléchissez. Plus ou moins cristallisé. Parfois très cristallisé. Elles sont feuilletées, surtout dans la série des schistes cristallins, sous le nom de cristallophiles. Point. Pourquoi les roches métamorphiques sont plus ou moins cristallisées?
parfois très cristallisé et à la fois feuilleté. Hein? Il fait froid ici. C'est calme. C'est très calme. Pas certains trouvent le temps de dormir. Donc moi je suis en train de vous percer ou bien? Hein? Il s'enfonce davantage. Oh là là. Non, continue. Après l'autre va t'expliquer ce que je vais dire. Alors, plus ou moins cristallisées, parfois cristallisées, elles sont feuilletées. 2 points, expliquez pourquoi. Pour pouvoir expliquer ça, mais il faut avoir une idée de la relation entre les roches magmatiques, métamorphiques et sédimentaires. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on avait dit pour les sédimentaires? Elles sont fossilifères. Et quoi? Elles ne sont pas elles ne sont pas cristal. Avec cristaux. Parle des débris, mais vous voulez comprendre avec cristaux. Les filles, elles ont cristaux. Parfois. Des fois, ça a cristallisé. Pourquoi? Quelle est la nuance ici? Pourquoi on dit plus ou moins cristallisé, parfois très cristallisé? C'est-à-dire, ici, la compréhension qu'il faut avoir, quand est-ce que c'est cristallisé, quand est-ce que c'est très cristallisé? Expliquez pourquoi c'est cristallisé et pourquoi des fois même c'est très cristallisé. Donc ici, la cristallisation dépend d'un certain nombre de facteurs que nous avons vus ici. Oui. Oui. Dépend de la profondeur. Oui, non, parce que ce qui fait ici, ce qui fait évoluer les choses ici, on l'a dit, c'est moins la profondeur. On a cité les facteurs, c'est les 3 principaux facteurs. Oui, quand vous êtes à un certain niveau de profondeur, c'est là, on a parlé de la température, n'est-ce pas? La température, la pression et la durée. Mais on ne vous dira pas que quand vous prenez n'importe quelle roche métamorphique, c'est l'ensemble de ces 3 facteurs qui justifient ces caractéristiques. Non, vous avez un des facteurs qui prédomine sur l'autre. Alors, ici, quel est le facteur qui permet d'expliquer ça? Plus ou moins cristallisé, parfois très cristallisé. Yes. La température. Non. Exemple. Quand vous cuisinez. Quand vous cuisinez, je ne sais pas, il y a des types d'aliments, quand vous les cuisinez là. Vous êtes obligé de surveiller la marmite. Vous commencez tant que vous avez gaz. Mais si tu laisses le fort la continuer là, arrivera un moment où tu auras de la bouillie au lieu d'avoir des grains. Comprenez? Donc parfois cristallisé, très cristallisé. Alors ici maintenant, par rapport aux roches, quand c'est moins cristallisé, et quand c'est très cristallisé, c'est en rapport avec quoi? Avec la température, vous l'avez dit. Donc, quand la température est moins élevée, les cristaux ont tendance à devenir beaucoup plus gros. Parce que c'est le refroidissement qui est rapide. Et quand le refroidissement est un peu lent parce que la température est élevée, donc vous avez des phénocristaux. Donc, comme on a dit, les roches métamorphiques proviennent des roches préexistantes qui peuvent être métamorphiques, magmatiques ou sédimentaires. Donc, c'est des roches qui ont des caractéristiques de transition entre ces différents groupes de roches intermédiaires. On appelle la parenté génétique. Vous prenez les magmatiques, les métamorphiques et les sédimentaires. Quand elles se métamorphisent, elles vont acquérir des caractères apparentés à la roche initiale. C'est pourquoi d'ailleurs, ici, on retrouve des caractéristiques qui s'apparentent aussi bien
aux roches métamorphiques, aux roches sédimentaires et aux roches magmatiques. Donc c'est pourquoi quand on vous dit que les roches métamorphiques sont cristallophiliennes, cela veut dire qu'ils ont des cristaux et en même temps ils ont des filons. Des cristaux en même temps des feuilles. Alors, quand on dit elles sont feuilletées, feuilletées veut dire, où est-ce qu'on avait vu structure feuilletée? Dans quel type de roche? Feuilletée, on avait vu ça, on avait appris ça où? Quel aspect de la roche sédimentaire? Hein? Là? La structure sédimentaire. Donc ici on vous dit feuilletée. Feuilletée, parce que dans la diasénèse, on a dit profondeur. Mais là-bas, faible profondeur. Mais quand elle s'enfonce davantage, elle peut se métamorphiser et garder son héritage de roche feuilletée parce que c'est une roche sédimentaire qui se métamorphise. Voyez-vous? Mais n'oubliez pas qu'on vous a dit que le métamorphisme réel commence à partir de 4000 mètres de profondeur. Le métamorphisme réel commence à partir de 4000 mètres de profondeur, mais la transformation peut débuter avant les 4000 mètres de profondeur. Donc quand on a une roche métamorphique feuilletée, c'est tout à fait normal. Quand on a une roche métamorphique cristallisée, très cristallisée, c'est tout à fait normal. Alors, l'explication c'est que ñoom ñoo bokk fu ñu jóge. Donc c'est comme si c'est des caractéristiques qui sont intermédiaires avec les trois roches. Les roches métamorphiques sont dépourvues le plus souvent de fossiles. Attention, ici on ne vous a pas dit que les roches métamorphiques sont dépourvues de fossiles. Ce n'est pas catégorique. Le plus souvent, de fossiles possèdent des caractères transitifs. Nous allons expliquer les transitifs. Formant une liaison entre ces deux groupes de roches. Donc, les roches métamorphiques sont à l'interface des roches magmatiques et sédimentaires, globalement. Et quelquefois même, des roches métamorphiques, puisqu'on va parler de polymétamorphisme. Alors, le métamorphisme général ou géosynclinal. Le métamorphisme, il y a plusieurs types de métamorphisme, hein, on le verra tout à l'heure. Le métamorphisme général ou géosynclinal. On va revenir sur le métamorphisme général puisqu'il y a une partie du cours qui parle de ça. Alors, le métamorphisme général, c'est le métamorphisme, le type de métamorphisme le plus répandu. Hein, le plus répandu. Et on parle de métamorphisme général quand la pression et la température varient ensemble. Bon, je vais retourner au tableau, mais ça c'est juste pour que vous puissiez comprendre la notion de métamorphisme général. Donc c'est un métamorphisme général puisque c'est un métamorphisme qui s'effectue et qui va concerner plusieurs milliers de kilomètres. Un métamorphisme général. Donc, quand on regarde les principales roches du métamorphisme général, on a 3 séquences. Donc, à la question de savoir quelles sont les principales roches du métamorphisme général, quels sont les principaux groupes de roches du métamorphisme général, c'est 3 séquences. La définition d'une séquence, c'est quoi? C'est l'ensemble des roches métamorphiques qui sont issues d'une même roche préexistante. L'autre séquence. C'est l'ensemble des roches métamorphiques qui sont issues d'une même roche. L'autre séquence. Pourquoi on va parler de la séquence des argiles? Parce que c'est les roches métamorphiques qui sont dérivées de l'argile. L'argile étant une roche sédimentaire.
Donc, pour parler des roches métamorphiques qui sont issues de la transformation des argiles, on va parler plutôt de la séquence des argiles. Donc, la notion de séquence est importante. Séquence. La séquence étant l'ensemble des roches métamorphiques qui sont issues de la transformation d'une même roche. Le mot est séquence. Hein? Alors, on a 3 séquences. La séquence argileuse ou bien des pellitiques. La séquence des carbonatés et la séquence des arénas. La séquence des arénas. La séquence, on peut dire la séquence des silicatés, la séquence des carbonatés et la séquence des arénas. La séquence des silicatés, c'est les variétés de roches métamorphiques qui sont dérivées des argiles. Les variétés de roches métamorphiques qui sont dérivées des argiles. Et la séquence des carbonatés, c'est la variété de roches métamorphiques qui sont dérivées du calcaire. La séquence des arénacées maintenant, c'est la variété de roches métamorphiques qui sont dérivées du grès. Donc le métamorphisme général, par définition extrapolée, c'est le métamorphisme des roches sédimentaires. Par excellence, c'est le métamorphisme des roches sédimentaires ou qui concerne principalement les roches sédimentaires. On l'appelle métamorphisme général parce que roches sédimentaires sont à la surface de la Terre. Évidemment, les roches sédimentaires sont plus répandues. Alors, donc quand on vous dit, donnez un exemple de roches métamorphiques de la séquence des calcaires, de la séquence des carbonatés, vous devez citer quel type de roche? La roche typique, c'est le marbre. Pourtant, le marbre, c'est une roche métamorphique. Mais le marbre provient de quoi? Provient du... Donc, c'est la transformation du calcaire qui donne le calcaire étant une roche sédimentaire, le marbre étant une roche métamorphique. Donc, c'est l'évolution du calcaire dans des conditions de température et de pression différentes de celles où elles se sont formées, puisque là où elles se sont formées s'appelait la diazénèse. Maintenant, là où ils ont évolué jusqu'à devenir des roches métamorphiques, c'est dans des conditions de température et de pression élevées. Alors, si on prend la séquence des arénacées, roche métamorphique typique de la séquence des arénacées, c'est le grès quartzite, les leptinites, les gneiss. Donc, il y a deux types de roches principalement. C'est le grès quartzite et les gneiss. Hein? Donc, si on vous dit grès quartzite, ce n'est pas une roche sédimentaire. Ce n'est pas parce qu'on a dit grec, c'est sédimentaire. Il faut me l'air. Grès quartzite, c'est métamorphique. Voyez-vous, gneiss, c'est métamorphique. Alors, quand on vous dit donner un exemple de roche métamorphique de la séquence des silicatés, vous allez donner quelle roche? Les silicatés. Vous allez donner les schistes et les micaschistes. Donc, schiste, micaschiste, marbre, grès quartzite et gneiss. On vous dit classer ces différents types de roches selon leur séquence d'origine. Il faut gagner la séquence des arénacées, la séquence des silicatés, et la séquence des carbonatés.
xam nga loolu moo question boobu yomb hein? Non, moi, il y a toujours des gens qui vont dire non. Même si on leur recopie la réponse comme ça là. Des fois vous vous levez, hein? Vous faites comme ça à votre camarade. Vous dites que ma feuille quoi. Ça échappe au contrôle des surveillants. Le gars écrit la phrase, il est correct, mais vous-même en recopiant la boue, vous écrivez autre chose. Oui. Il y a des gens, même en recopiant ce qui est écrit au tableau, ils font des fautes. Ils écrivent autre chose parce qu'ils écrivent dans la tête, ils n'écrivent pas à partir des yeux. Les séquences, c'est important. Comme, demain, par exemple, vous me laissez 10 minutes, je vous donne la parole. Vous me plein de composition des roches métamorphiques. Composition des roches métamorphiques. Du point de vue minéralogique et du point de vue chimique, quelle analyse avez-vous de la composition chimique et minéralogique des roches métamorphiques? La réponse là, c'est une phrase. Il y a des gens, dès que le cours veut finir, ils commencent. Péché! Parce qu'ils ne veulent pas que le cours finisse. On va passer à autre chose. Alors, on vous dit composition chimique et minéralogique des roches métamorphiques. Elle est comment cette composition? Elle est comment? Hein? Anna? Mais analogue c'est quoi? Il faut vous rappeler qu'il y a des gens qui ne comprennent pas français. Ils comprennent un français, mais ils ont un français wolovisé. Ou polarisé. Hein? Sérérisé. Alors, analogue, moi là. Quoi le grand scientifique là? C'est quoi analogue? C'est yeah. Identique. Identique, c'est trop dire. Toi, tu oses dire que c'est identique. C'est-à-dire, les minéraux qui sont sédimentaires, groupe des arénacées, groupe de carbonate et de silicate, minéraux originaires retrouvés qui métamorphiques, leur mot identique. Vous savez français, nous grave. C'est ça identique, c'est pas analogue. Quand c'est similaire, c'est voisin, c'est proche. Des minéraux viennent avec des minéraux originels. Et parallèlement, il y aura d'autres minéraux et donc, naturellement, d'autres éléments chimiques. Ce qu'on appelle les minéraux néoformés. Les nouveaux minéraux, les minéralisateurs. Et pourquoi on vous dit, du point de vue minéralogique, les associations tiennent compte à la fois des roches magmatiques et des roches sédimentaires. Donc, si on vous dit, les minéraux des roches métamorphiques. Les minéraux des roches métamorphiques sont les minéraux qui sont hérités des roches sédimentaires et magmatiques. C'est quel type de minéraux? C'est essentiellement le feldspath, le quartz, les micas, les pyroxènes, les amphiboles, la calcite, la dolomite, les oxydes de fer. Et aussi les minéraux néoformés, moi les nouveaux minéraux dont je parlais tout à l'heure. Ces minéraux-là que j'ai cités tout à l'heure, ce sont des minéraux qui sont dérivés des roches sédimentaires et des roches magmatiques. On a vu le feldspath sur la photo là. Les feldspath, on les a vus sur la photo, dans l'introduction. Le quartz, les micas, on a vu ça. Au moins, on a vu des micas. Les feldspath, les quartz, la calcite, la dolomite, les oxydes de fer et des minéraux Quand on vous dit minéraux néoformés, cela signifie quoi? Cela signifie que ce n'est pas seulement les minéraux qui sont dérivés de la roche préexistante. Ce n'est pas seulement ça. Il y a de nouveaux minéraux et c'est d'où? Néoformés. On peut s'arrêter là, on vous dit, question. Minéraux néoformés, c'est dans le cours. Mais d'où viennent les minéraux néoformés? Ce n'est pas dans le cours. C'est où?
D'où viennent les minéraux néoformés? La réponse est où? Ça se trouve où? Si ça ne se trouve pas dans le cours, ça se trouve où? Ça se trouve où? Hein? Dites-moi. Dans ma tête, moi. Hein? C'est où? Au niveau de la compréhension est où? Hein? Au niveau de vos têtes. On ne va jamais demander à un étudiant de venir en classe sans sa tête. Jamais. Et il y a des gens qui préfèrent venir avec des têtes. Il y a des têtes, il y a des autres qui laissent leur tête, ils viennent avec des têtes vides. Ça en fait, on vous demande de venir avec vos têtes, ah oui, vous venez avec étudiants, intellectuels. La tête veut dire la tête. Une tête qui est bien faite. Pas une tête remplie, remplie, vous venez. Bien fait. Alors, pourquoi ici on dit minéraux néoformés? Et on vous dit qu'il y a des types de minéraux. C'est sédimentaire ou magmatique. Mais oui, qu'est-ce qu'il y a là-bas? C'est un débat sur quoi? Minéraux néoformés. Hein? Ou bien c'est l'histoire des têtes, ceux qui ont amené des têtes et ceux qui n'ont pas amené de têtes. Hein? Alors moi, ma question c'est minéraux néoformés. Vous ne savez pas la réponse des néoformés là. Pas la vraie là-bas, c'est autre chose. Hein? Néoformé, donc si quelqu'un ne peut pas comprendre, cela veut dire tout ce qu'on a expliqué ici depuis le début, sur les métamorphismes là. D'abord, fille la jaar, fille. Benen bi jaar, fille. Néoformé. Il y a des types de minéraux qui vont provenir de la roche préexistante. On les a cités. On a dit qu'il y aura des minéraux néoformés. Les minéraux qu'on a cités, c'est les minéraux immunindats. Il suffit juste de se dire, mais où est le milieu du métamorphisme? Le milieu du métamorphisme, ce n'est pas dans l'air, ce n'est pas à la surface de la terre. Le milieu du métamorphisme, c'est où? C'est en profondeur. Et en profondeur, ce n'est pas un espace vide. Il y a des minéraux qui sont là. Donc, c'est des minéraux qu'ils trouveront sur place, en venant. Ils trouvent des minéraux sur. Et ces minéraux vont constituer des minéraux nouveaux par rapport à la composition minéralogique de la roche initiale. Oh, métamorphisme. Alors, comme le soufre et l'apport, citez deux exemples de minéraux néoformés. La réponse est simple, soufre et potasse. Qu'est-ce que soufre une copine? Soufre. Hein? Wow. Le verbe souffrir. Hein? La potasse. Vous voulez me binder la potasse? Non. Pensez que le prof est là pour faire du cinéma. Ce que j'ai dit ici, il y a des étudiants qui sont spécialisés dans ça. Ils écrivent que des contresens. Potasse. Potasse. La composition chimique, c'est la même chose. Elle est analogue. Mais la composition chimique va s'enrichir plus les sédiments s'enfoncent en profondeur jusqu'à arriver au niveau de ce qu'on appelle la chambre magmatique, plus vont acquérir, trouver en place des minéraux diversifiés. Alors, donc pour la composition chimique et minéralogique, c'est réglé. Alors, maintenant, ce qui reste, c'est les types de métamorphisme. Il y en a combien? Il y en a combien? 5. Lesquels? Métamorphisme. Dynamique ou
Méta ou dynamo métamorphisme. Métamorphisme. Hydro métamorphisme. Lègue. Si vous rentrez chez vous, essayez de voir la définition de chaque métamorphisme. Mais ça, ce n'est pas une question. La question c'est de voir quelle est la relation entre ces 5 types de métamorphismes. Comprenez? Parce qu'après, il va nous rester le point 4 sur l'architecture des roches métamorphiques. Et on va boucler les métamorphiques. La semaine prochaine, on va faire. Lundi prochain, on est là, non? Quoi? Mais c'est pas moi qui décrète la vérité. Hein? Même si c'est le jour de la vérité, je le fais tout. Hein? Alors donc, regardez ça. Ensuite, regardez autre chose. Parce que j'ai comme l'impression que vous n'avez pas l'habitude de lire les cours avant de venir. Vous lisez les cours? Non, moi j'ai pas cette impression-là. Parce qu'avec les questions qu'on vous pose là, vous regardez le ciel là-bas. Hein? Vous êtes loin, c'est où? Vous êtes? Très loin, c'est-à-dire? Hein? J'ai pas compris, vous êtes très loin, c'est quoi? Alors, regardez également la notion de débit, de texture et de structure. Débit, texture, structure. Un étudiant qui est intelligent, il fait 3 tableaux. Pour chaque groupe de roches, magmatiques, métamorphiques et sédimentaires, il essaie de distinguer quand on parle de débit, pour ne pas les confondre. Parce que le débit qu'on a identifié pour les magmatiques est différent du débit qu'on a identifié pour les sédiments, est différent du débit qu'on a identifié pour les métal. Vous prenez la texture. Ici, on va vous parler de texture feuilletée ou fruste. La structure là-bas, on avait parlé de structure quoi pour les sédimentaires? Compact. Hein? Ici, on va vous parler de granoblastique, de lépidoblastique et de porphyroblastique. Quand vous prenez les magmatiques aussi, c'est autre chose. C'est macrocristallin, microcristallin, phénocristallin, des choses comme ça. Voyez-vous? Et regardez aussi, avant de revenir ici, je vous ai demandé de regarder 3 choses. La première des choses, c'est les 5 types de métamorphisme et leurs relations. Deuxième chose, c'est l'architecture. Troisième chose, c'est les 2 séries des roches métamorphiques qu'il ne faut pas confondre avec les séquences que nous avons observées tout à l'heure, avec les séquences des arénacées, des silicatés et des carbonates. Ici, on a la série des ectinites et la série des migmatites. La série des ectinites et la série des migmatites. Je pense que j'ai assez parlé. On va s'arrêter là.